Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Ça fait 2 mois que j'en avais pas fait un, donc autant vous dire que j'ai accumulé pas mal de livres ces derniers temps. Comme d'habitude, je les ai organisés selon 3 piles. Donc la pile des livres que j'ai achetés, qui cette fois-ci est beaucoup plus conséquente que les livres que j'ai reçus, et les livres d'édition spéciale. Là, on a donc tous les livres que je reçois dans les box Fairyloot et Illumicrate. Et juste ici, on a tous les services presse. Donc c'est parti, on commence directement par les livres en édition collector Fairyloot et Illumicrate parce que c'est là où j'en ai le moins. Je fais que tourner avec cette chaise, c'est horrible. En premier, on commence par les éditions Illumicrate. Le premier que j'ai reçu, c'est Of Jade and Dragon de Amber Chen. L'édition est absolument sublime, vraiment elle est magnifique. Le fini, c'est un fini assez papier avec du vernis sélectif, il est vraiment magnifique. Je vous donne les résumés quand je les connais. Celui-ci, je suis en train de le lire, mais j'ai lu vraiment, je pense, l'équivalent de 20 pages. Donc je saurais pas trop vous dire ce qui se passe. Juste de ce que j'ai compris, c'est la fille d'un chef de clan. Là, son père vient d'être assassiné, donc vraiment c'est tout le début, hein, j'ai même pas lu 1%. Son père vient d'être assassiné, il lui dit « Ne cherche pas l'homme qui a essayé de m'assassiner, quoi. » Donc voilà, j'imagine qu'il va y avoir des dragons parce que ça s'appelle Of Jade and Dragon, et c'est écrit ici « To seek revenge, she needs to stay alive ». Donc pour avoir sa vengeance, elle doit rester en vie. Donc j'imagine qu'elle ne va pas suivre les conseils de son père et qu'elle va aller le venger. Voilà, il est absolument sublime et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous ai même pas montré le sous-jaquette, mais le sous-jaquette aussi est vraiment très très beau. Et à l'intérieur, on a donc des pages comme ça avec des artworks qui sont très très jolis. J'espère que vous entendez pas trop le ventilateur, mais autant vous dire que c'est impossible, là il fait 32 degrés de pas filmer avec le ventilateur. J'ai reçu toujours des éditions Illumicrate, Goddess of the River de Vaishnavi Patel. Celui-ci, je connais les résumés parce que il m'intéresse énormément. On y suit donc une femme qui est donc une déesse, la déesse de la rivière, qui va, si je me souviens bien, être maudite. Donc elle va être transformée en humaine et elle va devoir remplir, en gros, faire certaines choses pour pouvoir redevenir une déesse. Sauf qu'en attendant, pendant ce temps-là, elle va se marier à un roi et avoir un enfant. Et donc au moment où elle va réussir à redevenir une déesse, eh bien elle va devoir s'éloigner de son fils, le prince, je crois. Il y a d'autres trucs qui se passent, mais c'est ce que j'ai retenu en tout cas du livre. J'aime beaucoup la couverture, j'aime bien cette combinaison de vert et de rose, même si je crois que je préférais la couverture originale. Ensuite, on a un fan art à l'intérieur, enfin un artwork de, j'imagine, la déesse de la rivière, qui s'appelle Ganga, il me semble, dans le livre. Voilà le sous-jaquette, très très beau, là je suis très contente des éditions Illumicrate ces derniers temps. Le reste c'est des éditions Fairyloot. J'ai reçu The Darkness Within Us de Tricia Levenseller. Celui-ci en plus on l'a reçu beaucoup en avance parce que je crois qu'il n'est même pas encore sorti. Je crois que le livre audio sort fin juillet ou un truc dans le genre. Enfin c'était peut-être fin juin, bref je sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises mais en tout cas quand on l'a reçu il n'était pas encore sorti. Celui-ci je l'ai déjà bien entamé puisque je l'ai eu en service presse sur NetGalley. Donc j'ai déjà lu 81 pages et ça se passe dans le même univers que The Shadows Between Us, sauf que cette fois-ci on y suit l'autre sœur. Et donc dans celui-ci, on y suit le personnage de Chrysanta qui a pour objectif d'être libre. En fait, elle est dans une société où les femmes ne peuvent rien faire sans l'aval de leur mari, de leur père, de leur frère, bref, d'un homme entre guillemets. Et Chrysanta elle a toujours voulu être libre. Pour ça, elle va épouser un vieux monsieur qui est en train de mourir mais qui est très riche. Et donc elle se dit à moi sa fortune quand il décide enfin à rendre son dernier souffle. Sauf que eh bien son mari va décéder. Et il y a un homme qui va arriver et qui va lui dire c'est moi l'héritier de la fortune en fait, donc tu récupères rien du tout. Voilà, et donc ils vont se retrouver à devoir vivre ensemble parce que lui il a quand même le devoir normalement d'héberger la veuve de celui dont il a tout hérité. Sauf que vous vous doutez bien que ça va être un petit enemies to lovers. Voilà, alors j'aime bien l'édition, par contre je déteste les artworks à l'intérieur. Je suis vraiment pas fan des visages, je les trouve pas jolis du tout. Mais bon, ce qui ne me plaît pas à moi plaira sûrement à d'autres. Et le sous-jaquette, le hardback se présente comme ceci, ma foi, assez joli aussi, mais c'est pas mon édition préférée. Celle-ci est absolument magnifique, c'est The God and the Gumiho de Sophie Kim, qui est vraiment juste sublime. Celui-ci, je me souviens pas trop du résumé, donc je vais juste vous dire ce qui est écrit derrière. C'est écrit « Is a fallen god, she's a shape-shifting fox, they'll do anything to outsmart each other, anything except fall in love ». Donc c'est un dieu déchu, elle c'est une change-forme renarde, donc en gros une renarde à 9 queues. Ils feraient n'importe quoi pour être plus intelligents l'un que l'autre, tout sauf tomber amoureux, voilà. Et je crois que c'est en gros une fantasy enemies to lovers, mais inspirée en mode K-drama, donc ça m'a l'air très très cool. J'avais lu les premières pages et je m'étais dit que franchement ça avait l'air vraiment intéressant et j'adore parce que les éditions Fairyloot c'est écrit vraiment énorme à l'intérieur, ce qui apporte un confort de lecture non négligeable.
Et voilà pour le hardback, très joli aussi. Et enfin, le dernier, vous l'avez vu passer dans mon bilan lecture du mois de juin, et c'est Nectar of the Wicked de Ella Fields. Donc déjà, je suis pas très fan de l'édition, hein, je trouve pas qu'elle est très jolie, mais surtout, j'ai absolument détesté le livre. Donc voilà, je vous le montre, mais c'est vraiment pas un livre que je vous recommande, sauf si vous êtes fan de smut et de mecs chelous. Voilà. On va passer au service presse et on finira du coup par les livres que j'ai achetés, qui sont juste ici. En premier, j'ai reçu de la part d'édition Pocket Jeunesse. Alors celui-ci, je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai reçu, mais en fait, il était dans une box que j'avais complètement oublié d'unboxer parce que je suis pas très organisée, donc je laisse beaucoup de choses traîner et mon copain a tendance à déplacer les choses. Donc il l'a mis en hauteur, en haut de ma Billy, il fait 2,27 m, je crois, comme ça. Autant vous dire que j'ai complètement oublié l'existence de cette box et donc je l'ai redécouverte là très récemment. Et bah voilà, ça me fait un petit thriller à lire pendant l'été de Karen McManus, donc l'autrice de Kiman. Et le résumé de celui-ci nous dit « Echo Ridge est une petite ville de cartes postales, mais Ellery, la nouvelle élève, ne connaît que la rubrique des faits divers. Deux jeunes filles dont la tante d'Ellery y ont disparu à 20 ans d'intervalle après le bal de promo. Alors que le prochain bal se profile, les menaces recommencent à l'encontre des prétendantes au titre de reine. Des secrets bien enfouis pourraient tuer à nouveau. » Voilà, Karen McManus, j'avoue que moi je suis pas trop fan de ces thrillers, donc on va voir si celui-ci réussira à me convaincre plus que les précédents. Ensuite, de la part des éditions Pocket, j'ai reçu Abyss de Frank Schatzing. Je pense que je le prononce pas du tout bien, je pense pas que ça se prononce comme ça se lit, mais voilà, désolée si je massacre le nom. Il est énorme, je pensais pas du tout qu'il serait aussi gros, je crois qu'il fait 1200 pages, voilà, c'est conséquent, mais le résumé me faisait trop envie. C'est écrit « Des bancs de méduses toxiques envahissent les plages d'Europe, des millions de vers étranges s'agglutinent au large de la Norvège, des baleines et des orques attaquent les touristes sur la côte canadienne, et si ces calamités étaient liées ?» C'est ce qu'affirme Sigurd Johansson, un biologiste norvégien et une poignée de chercheurs originaires des 4 coins du monde, sans réussir à se faire entendre, jusqu'au jour où un gigantesque tsunami menace de ravager les littoraux. Et moi j'adore les dystopies, je suis fan des films post-apocalyptiques de série Z qui passent le dimanche, qui sont nuls, mais moi j'adore. Et ça a l'air d'être la même vibe, mais en mieux, donc trop hâte. Même si on va pas se mentir, il va me falloir de la motivation pour lire cette pavasse. Après, j'ai reçu de la part de Good Mood Dealer les cercles de la création, la mythologie oubliée de Pauline Marie Delbé, que j'avais rencontrée lors d'une rencontre justement avec toute l'équipe Good Mood Dealer, et elle m'avait donné beaucoup envie de lire son ouvrage, donc il est dans ma pile à lire et il va falloir que je le lise très bientôt. Le résumé nous dit « Lorsqu'un texte énigmatique est découvert sous une toile du peintre Gustave Moreau, Lola, une jeune étudiante en anthropologie, se retrouve bien malgré elle lancée sur les traces d'une civilisation oubliée, étrangement liée au monde imaginaire qu'il habite depuis son enfance. » De Paris à Rome, du Caire à la cité cachée d'Almerf, Lola réalise qu'à travers les siècles, Botticelli, Gaudí, Bosch, De Vinci ou même Einstein ont déjà tenté de trouver des réponses sur cette mythologie. En décrivant leurs travaux, elle comprend qu'elle devra finalement affronter ses propres démons, des créatures créées pour amener la destruction sur Terre. Autant vous dire que ça me donne bien une vibe d'Indiana Jones quand même, donc pareil, hâte de le découvrir. Celui-ci, je l'avais commencé quand j'étais en vacances, parce que pareil, je l'ai eu aussi en service presse numérique sur NetGalley, sauf que vous me connaissez, parfois je change de lecture tous les 4 matins, donc c'est pas que j'aimais pas, bien au contraire, j'étais bien dedans, mais j'ai vu un autre livre qui m'a plus tenté. Mais c'est Outre Noir, les Titans du Ciel, de Mark J. Gregson, publié aux éditions Lumen, et le derrière nous dit « S'élever ou chuter, périr ou triompher ». Alors, je vous avoue que je me rappelle pas si bien du résumé pour faire un résumé moi-même. Je crois que c'est un truc avec des castes sociales et grâce à des combats, tu peux augmenter de classe. Et t'as aussi un truc de les gens sont recrutés pour faire partie de certains types d'armées. Enfin bref, je vous lis le résumé parce que là, le mien, il est un peu chaotique. Mais c'est écrit « Lorsque son oncle tue son père pour s'emparer du titre d'archiduc, Conrad se retrouve condamné à vivre parmi les subs, les plus pauvres des plus pauvres. 6 ans plus tard, animé par un puissant désir de vengeance, le jeune homme est prêt à tout pour retrouver son rang et sauver la seule famille qui lui reste, sa sœur. Mais sur son île natale, comme ailleurs aux confins du ciel, on s'élève d'abord au mérite, et bientôt Conrad est recruté comme apprenti parmi des centaines de candidats au sein de la guilde de la chasse, la plus dangereuse de toutes. Le compte à rebours est lancé, il a 2 mois pour faire ses preuves lors d'une compétition à mort où ses ennemis ne sont pas forcément ceux qu'il croit. Entre les Gorgontones, je sais pas si je le prononce bien, ces monstres géants qui font régner le chaos, les nuages noirs toxiques qui flottent sous les îles et les murmures de rébellion de plus en plus palpables, il n'y a qu'un pas de l'ascension à la chute. Embarqué à bord du Gladian et voguer aux 4 coins du ciel dans un univers qui n'est pas sans rappeler ceux de Brandon Sanderson ou de Pierce Brown avec un zeste de l'attaque des titans.
autant vous dire que rien que ça me convainc. De la part des éditions Brajlon, j'ai reçu Le Sorceleur, les chroniques de Ciri de Justine Breton, donc d'après l'œuvre d'Andrzej Sapkowski, je sais pas si je le prononce bien encore une fois, et c'est illustré par Mathilde Marlot. J'adore les livres de cette collection, donc qui viennent à chaque fois expliquer plus en profondeur tout le lore autour de l'univers du sorceleur, et c'est absolument magnifique, les illustrations sont incroyables, et donc là on va se plonger plus en détail dans toute l'histoire du personnage de Ciri, donc sa famille, la découverte de ses pouvoirs, tout ce qui se passe, enfin bref, hyper intéressant. Celui-ci je l'ai lu, donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans mon bilan lecture du mois de juillet, mais c'est La dernière reine du bal de Tiffany D. Jackson, qui est un retelling de l'histoire de Carrie au bal du diable de Stephen King. Au début, je me suis dit, je sais pas si je vais réussir à rentrer dedans, et plus en avant dans l'intrigue, plus j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Alors cool dans le sens où c'est très bien fait et ça s'attaque à de nombreux sujets, c'est pas une lecture très fun, parce que le principe c'est que c'est un retelling qui va s'attaquer à cette histoire en fait grâce au prisme, enfin plutôt à travers le prisme du racisme, puisque là le personnage de Carrie s'appelle Maddie, et c'est une jeune femme qui a été élevée par son père, et son père est un homme qui l'a toujours forcée à être quelqu'un qu'elle n'est pas, dans le sens où c'est une jeune fille qui est métisse, puisqu'elle est fille d'un parent blanc et d'un autre parent noir, et son père lui a toujours dit, tu vas cacher ta part de... enfin ton côté noir entre guillemets, il l'enferme dans un placard en lui montrant des photos de femmes blanches en lui disant c'est comme ça que tu dois être, enfin bref, assez horrible. Donc elle a toujours caché à tout le monde, y compris à l'école, qu'elle était noire, sauf que ça l'a pas empêché de se faire harceler jusqu'au jour où eh bien il va pleuvoir, et donc ses cheveux crépus vont reprendre leur forme naturelle entre guillemets, puisque son père la force à les lisser, et ça va engendrer encore plus de problématiques, dans le sens où ça va montrer aussi le racisme complètement ambiant qu'il y a dans cette ville de Springfield. Non, Springville. C'est Springfield dans les Simpsons ou c'est Springville? Je sais plus, on s'en fout un peu, mais voilà. Et donc du coup, t'as toute cette histoire-là, avec à chaque fois, donc ça reste l'histoire de Carrie au bal du diable, puisqu'on sait dès le début du livre que Maddie a tué plus de 200 personnes le soir du bal de promo. C'est raconté aussi sous forme de podcast. On a voilà toutes deux personnes qui commencent à discuter autour de cette histoire-là pour essayer de savoir ce qui s'est passé, sachant que Maddie est accusée entre guillemets d'avoir assassiné tous ces gens-là avec des pouvoirs magiques. Ça, on le sait dès les premières pages. Mais je vous en dis pas plus. Je vous en ai déjà dit beaucoup quand même, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait et j'ai bien aimé cette manière de re-raconter l'histoire de Carrie, mais version Maddie. Ensuite, j'ai reçu de la part d'édition Comet L'été où ma vie a changé de K.L. Walter. Ça, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois dernier, mais on y suit donc le personnage de Meredith Fox qui retourne à Martha's Vineyard, donc le domaine de sa famille, mais seulement c'est le premier été où elle y retourne depuis la mort de sa sœur Claire, et donc là toute la famille est réunie pour un grand mariage, mais Meredith elle a pas trop le cœur à la fête, puisqu'en plus son petit ami de plusieurs années vient de la quitter, donc bref elle a aucunement envie de s'amuser, entre grosses guillemets, elle est encore en deuil et puis elle vient de se faire briser le cœur. Son unique motivation, ça va être de remporter le jeu traditionnel de l'assassin qui est organisé chaque été pour la famille Fox. Sa victoire serait un ultime hommage rendu à sa sœur qui excellait à ce jeu, mais c'est sans compter sur Whit, un mystérieux garçon d'honneur et redoutable rival. Au fur et à mesure que la semaine avance, Meredith prend conscience qu'elle risque non seulement de perdre la partie, mais peut-être aussi son cœur, et ça je vous l'avais dit, je vous refais pas tout mon avis lecture parce que on n'est pas là pour ça, mais j'avoue que le côté insta-love, au bout de moins d'une semaine, ils sont complètement amoureux, c'est quelque chose, moi j'ai du mal avec ça. Ensuite, de la part des éditions Verso, j'ai reçu Le secret des Deveril de Santa Montefiore. J'ai envie de le dire comme ça. Je sais pas si c'est italien, mais je le prononce un peu l'italienne. Celui-ci, je l'ai reçu parce que je vais faire un jaspage pour les éditions Verso dessus. Je l'ai pas encore fait, donc vous pouvez pas le voir encore, mais ça va être inspiré de la couverture. Et je voulais le résumer parce que, pour le coup, je le connais pas du tout par cœur, celui-ci. Mais c'est écrit: deux amis que tout oppose, une nation près de se déchirer, un château au cœur de toutes les passions, Irlande 1900. L'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de deux jeunes femmes bien différentes, Kitty Deveril, une noble anglo-irlandaise intrépide aux flamboyants cheveux roux, et Brady Doyle, la fille timide de la cuisinière qui aspire à une vie meilleure. Mais elles ont grandi ensemble au château de Deveril et une profonde amitié les lie. Bientôt, leur vie paisible dans ce bastion de la suprématie britannique est menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison et un terrible secret, les deux amis semblent à présent irréconciliables. Une seule chose peut les réunir, leur inébranlable attachement pour le château de Deveril et tous les souvenirs qu'il renferme. Voilà. Ça m'intrigue. C'est pas le genre de lecture que je lis habituellement, donc hâte de voir si ça me plaira. Ensuite, avant-dernier livre que j'ai reçu en service presse, c'est La Reine des Enfers de Bea B. Fitzgerald de la part des éditions Nathan, qui est très 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 jolie. J'aime beaucoup cette édition. Par contre, je dois vous avouer que je suis assez déçue de la qualité du hardback, dans le sens où
dès que je le tenais, ça a enlevé toutes les dorures. Là, on n'a même plus le titre. Ici, on a la moitié du design qui est parti. Alors, je sais que c'est quelque chose qui a à voir avec le pH de la peau, mais malheureusement, il faudrait mettre une couche de vernis, j'en sais rien, par-dessus. Mais bon, c'est dommage au prix du livre qui est quand même... Alors, moi, je l'ai pas payé, j'ai reçu en service presse. Mais je me dis, les gens qui payent 27 €, ça fait un peu mal aux fesses que l'édition s'abîme aussi vite. Mais à part ça, je l'ai beaucoup aimé. C'est un retelling de l'histoire d'Hadès et Perséphone, mais avec ce... Bah alors, il y a forcément c'est un retelling, donc elle est racontée de manière différente, mais ce que j'ai aimé, c'est que le caractère d'Hadès et de Perséphone sont un petit peu intervertis. Ça va être Perséphone qui va être dépeinte comme, voilà, le personnage qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'elle veut, et Hadès est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, très artistique. Voilà. Après, j'en sais rien de comment ils sont dépeints de base dans les premières histoires des mythes, mais en tout cas, dans les retellings que j'ai lus, et les versions auxquelles on n'est plus confronté, c'est un petit peu l'inverse. Mais je vous donne le résumé qui est écrit sur la 4e de couverture. Les dieux ont menti, Perséphone n'a jamais été kidnappée, ni retenue aux enfers par Hadès, elle s'y est précipitée. Hors de question pour la jeune déesse d'accepter le mariage arrangé auquel ses parents la destinent. Maintenant, elle doit convaincre Hadès de l'aider. Ce n'est pas une mince affaire, le dieu des enfers est tout à la fois arrogant, hostile et terriblement sexy. Mais pour gagner sa liberté et conquérir son pouvoir, Perséphone est prête à prendre tous les risques. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était un telling très intéressant, très cool, et je suis en train de lire sur NetGalley le prochain livre dans le même univers qui s'attaque au personnage de Cassandra, toujours dans la mythologie grecque. Et de la part des éditions Brajlon, j'ai reçu Un destin ancré dans le sang de Danielle L. Jensen. J'aime beaucoup Danielle L. Jensen, c'est voilà une autrice dont j'apprécie le travail. Pour autant, j'ai vu des avis assez mitigés sur celui-ci, donc on va voir si pour moi ça passe ou ça casse. Je vous fais pas le résumer parce qu'il est absolument immense, et je crois que c'est un truc d'amour, alors pas interdit, mais d'enemies to lovers ou un truc dans le genre, avec de la mythologie nordique. Voilà, je lis pas, quand les résumés sont super longs comme ça, je les lis pas parce que je préfère y aller sans trop en savoir. Si vous voulez lire le résumé, je vous laisserai aller le faire par vous-même, malheureusement. Et on passe au livre que j'ai acheté. Il y en a pas mal, je dois avouer. C'est quasiment, je crois que c'est que de la VO. J'achète rarement de la VF puisque j'ai la chance d'en recevoir pas mal en service presse. Du coup, je mets plutôt mon argent dans les livres en VO. Et le premier que j'ai pris, c'est Bear Town de Frederick Backman. Donc celui-ci qui est un des livres le plus connus de cet auteur, avec Anxious People et People peut-être. Et je suis en train de le lire, j'ai lu une 30aine de pages. Pour l'instant, je suis pas trop à fond, j'avoue, je suis intriguée, mais je sais pas, je suis pas à fond dans l'histoire, je suis pas à fond dans la plume, donc on va voir comment est-ce que ça se passe. Mais pour vous donner le résumé, en gros, c'est dans une ville qui est très isolée, qui s'appelle Bear Town, où il se passe pas grand-chose, ils ont pas trop d'argent pour faire ce qu'ils veulent, les gens commencent à partir, sauf qu'ils ont quelque chose sur lequel ils peuvent se raccrocher, enfin auquel ils peuvent se raccrocher, j'arrive plus à parler, qui est le hockey, surtout que là leur équipe junior est extrêmement douée et donc va peut-être leur permettre d'atteindre la notoriété qui permettrait de redynamiser la ville, entre guillemets. Sauf que, un jour, il y a un acte brutal qui va mettre tout ça en péril, et donc ça va complètement diviser la ville avec ceux qui voudraient complètement camoufler ce secret et ceux qui pensent que justice doit être faite. Donc voilà, ça va être un peu, je pense, sur la division qui va être causée par ce qui s'est passé. Moi, j'arrive plus à parler, c'est la chaleur, là, ça y est. Mais on va voir si j'arrive à m'accrocher. Ensuite, j'ai acheté et lu The Housemaid is Watching, donc le tome 3 de la saga sur la femme de ménage, que j'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Je vous en parlerai de toute façon dans mon bilan lecture. Je vais pas vous donner le résumé parce que même si vous pouvez, en fait, ça reste possible de le lire indépendamment, mais ça va vous spoiler les tomes d'avant. Donc là, vous donnez le résumé, je vais vous spoiler l'avenir, entre guillemets, du personnage principal. Donc, je ne vous le dis pas, mais je vous en parlerai dans mon bilan lecture. Ensuite, j'ai acheté cette pavasse qui est When the Moon Hatched de Sarah A. Parker, que j'aime bien. Alors, pareil, vous allez me dire, t'aimes bien, mais pourquoi est-ce que tu le lis pas? Je sais pas, parce que en fait, il est bien, mais il est tellement bien que il me demande un peu trop d'investissement, et en ce moment, j'ai pas envie d'être trop investi. Il fait chaud, j'ai pas envie de me trimballer avec tous mes post-it et tout, donc du coup, je l'ai mis en pause. Voilà. Pas toujours très logique mes actions, mais je l'aime beaucoup. Celui-ci, ça raconte l'histoire d'une assassine qui s'appelle Rave, je sais pas si je le prononce bien, Rave, qui fait partie d'un groupe de rébellion, et donc son job, elle, c'est de faire ce qu'on lui demande et de surtout ne jamais se faire attraper, sauf que, quand un autre chasseur va réussir à l'attraper, elle va se retrouver jetée en prison et son destin va être complètement chamboulé. Et on y suit aussi le personnage de Can Vegor qui est censé avoir un peu la vibe de Cassian et donc qui, brisé par la perte de son plus grand amour, a tué un roi et est devenu du coup lui-même roi. Et maintenant il est parti en quête pour essayer en gros d'atténuer la douleur qu'il ressent dans sa
poitrine et il va tomber sur un indice qui va l'amener dans la prison de haute sécurité dans laquelle est emprisonné Rave. Et puis voilà, là va y avoir des échos du passé entre eux deux et ça nous dit qu'il y a plus à leur histoire que ce qu'on semble pouvoir voir. That meets the eye, je sais pas comment traduire, mais de ce qu'on semble apercevoir. Et voilà, autant vous dire que c'est très cool. Il y a un truc donc d'amour perdu, il y a un truc de enemies to lovers. J'adore le personnage de Rive, j'adore le personnage de Can. J'aime trop l'intrigue pour le moment, mais il est énorme. Et je sais pas, en ce moment je suis pas dans la vibe de lire des livres énormes. Ensuite, j'ai acheté A Novel Love Story de Ashley Poston, qui est donc son tout dernier livre. C'est celle qui a écrit The 7 Years Sleep et The Dead Romantics que j'avais adoré. Le problème étant que j'ai vu des avis pas très positifs sur celui-ci. Il a pas une très bonne note, mais je m'étais dit The Dead Romantics c'est pas son livre le mieux noté, pourtant c'est celui que moi j'ai préféré. Donc bon, on va voir, j'espère que je vais l'aimer. Mais celui-ci c'est sur le personnage d'Elsie qui a toujours aimé les romans, c'est une grande lectrice et un jour qu'elle est en train de se balader en voiture, enfin elle est en train de faire un trajet en voiture, eh bien elle va tomber en panne et elle va tomber en panne où? Dans la ville dans laquelle se passent tous ses romans favoris. Donc voilà, j'imagine que ça va être un truc en mode un peu small town romance, j'en sais rien, j'ai pas lu tout le résumé, j'ai juste lu vous savez, le petit blurb et ça me suffit. Voilà, j'espère faire partie de ceux qui l'apprécient, on verra bien. Ensuite, pareil, celui-ci, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture, c'est The Reappearance of Rachel Price de Holly Jackson, que j'ai écouté en livre audio. Moi, je l'ai adoré. Dans celui-ci, on y suit le personnage donc de Belle, voilà, qui a 18 ans et qui est un peu trauma par la disparition de sa mère quand elle était toute petite. Toute sa vie, elle a toujours vécu dans l'ombre de la disparition de Rachel. Et là, ils sont en train de faire, en gros, un documentaire sur qu'est-ce qui s'est passé sur Rachel, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver, enfin bref, toutes ces pistes-là, sauf que pendant le tournage, Rachel Price réapparaît. Donc des années plus tard, ça fait plus de 11 ans, 15 ans, je sais plus, qu'elle a disparu. Et avec son retour, plein de questions vont être relevées. Qu'est-ce qui est arrivé à Rachel? Est-ce qu'elle avait vraiment disparu? Qu'est-ce qu'il a enlevé? Enfin bref. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était pas du tout un livre qui était prévisible, j'ai trouvé. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à prévoir ce qui se passait. Et du coup, j'ai vraiment passé un très bon moment. Voilà. Je peux que vous le conseiller. Vraiment, de toute façon, Holly Jackson, en termes de thriller, à part Five Survive, elle écrit de très bons thrillers. Je suis en train de lire celui-ci en ce moment même, c'est The House in the Pines de Anna Reyes. Alors en fait moi j'ai vu que c'était un Reese Witherspoon book club, je l'ai vu dans le classement, parce que je cherchais en gros des livres à écouter sur Spotify, il était dans le classement des meilleurs livres audio à écouter sur Spotify. Du coup je le vois en librairie, je l'achète. Et en fait tout ça dans ma tête me laissait penser qu'il était excessivement bien noté. Pas du tout. Il a 3,3 sur Goodreads. Ce qui est quand même, alors je suis désolée, hein, je sais qu'il faut pas se fier 100% aux notes, mais 3,3 c'est quand même vraiment pas une très bonne note. Donc bon, je me dis je l'ai, il faut que je le lise. Il est assez court, je crois qu'il fait 300 pages. Donc voilà, je suis en train de le lire. Pour l'instant, c'est pas si molle, c'est pas transcendant, mais c'est pas si mal. Et pour parler du résumé, comme je suis en train de le lire, je vais le résumer un petit peu à ma sauce là de ce que j'en sais. Mais on y suit le personnage de Maya, dont la meilleure amie Aubrey, a... Alors, on sait pas si elle a été assassinée, mais en gros, elle est tombée raide morte comme ça, devant Maya et son petit ami de l'époque, Frank. Et Maya, elle est persuadée que Frank, qui était donc le petit ami de Maya, celle qui est toujours en vie, a quelque chose à voir avec la mort de Aubrey. Et depuis, elle a refait sa vie, elle est partie, elle a déménagé. Il y a 7 ans qui se sont écoulés. Mais pour essayer de gérer tout ce trauma, entre guillemets, eh bien, elle est devenue addicte à l'alcool et addicte aux somnifères. Et là, donc, 7 ans plus tard, elle va tomber sur une vidéo d'une nana qui, encore une fois, va tomber raide morte. Mais devant qui? Devant Frank, encore une fois. Donc là, Maya, elle se dit, non, c'est bon, là, les coïncidences. Je vais aller découvrir ce qui se passe et venger ma meilleure amie, prouver que Frank l'a assassinée. Donc, elle retourne dans sa ville d'enfance pour essayer de prouver que Frank a quelque chose à voir avec la mort de ces deux jeunes femmes. Et je vous en dirai des nouvelles dans mon bilan lecture de ce mois-ci. Celui-ci, je l'ai lu aussi, pareil, je vous en parlerai dans mon bilan du mois, c'est The Husbands de Holly Gramazio. Celui-ci, pareil, résumé très cool. On y suit le personnage de Lorraine qui, du jour au lendemain, elle rentre de soirée, elle pense être célibataire et tout. Il y a un mec qui descend de son grenier et qui lui dit « Je suis ton mari ». Et là, elle commence à appeler un peu ses amis, et elle leur dit « Mais c'est qui ce mec-là là, qui dit que c'est mon mari ?» Et tout le monde lui dit « Bah oui, c'est ton mari !» Et elle a des photos sur son téléphone qui prouvent qu'ils sont ensemble, ils ont des photos de mariage, toute la maison, il y a des photos d'eux, elle se dit « C'est bizarre !» Et elle va finir par se rendre compte que si elle le renvoie au grenier, il y a un autre mari qui sort. Et avec ce nouveau mari-là, toute la vie qui va avec. Donc là, elle se dit « Ok, j'ai une possibilité infinie de mari », sauf que avec ça, il y a aussi des complications qui viennent, dans le sens où est-ce que tu peux te satisfaire quand tu sais qu'au moindre pépin, tu peux le renvoyer au grenier et avoir quelqu'un d'autre, que ça permet aussi de changer sa vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois
toute sa vie change. Donc si elle a plus d'argent, elle renvoie le mec au grenier, bim, ah bah tiens, avec ce mari-là, je suis riche. Avec l'autre, bon bah j'ai une maison à la campagne. Enfin bref, 20 000 possibilités. Et donc le fait de jamais être satisfaite et de voir l'herbe toujours plus verte ailleurs. Il y a aussi le problème de quand tu aimes bien un mari, et bah faut réussir à l'empêcher d'aller au grenier, parce que s'il va au grenier, bim, il y en a un nouveau qui sort. Voilà, je vous donnerai mon avis spécifique dans mon bilan lecture, mais c'était une lecture plutôt sympa. J'ai bien aimé le livre audio et j'ai trouvé que ça amenait des questions intéressantes. J'ai acheté le dernier recueil de nouvelles de Stephen King qui s'appelle You Like It Darker. J'ai beaucoup aimé. Pareil, je vous en parlerai dans mon bilan lecture. Je fais que vous dire ça, mais beaucoup des livres que j'ai achetés, je les ai lus ce mois-ci. Et voilà, là c'est un recueil de nouvelles qui va se focus justement sur des thèmes un petit peu plus sombres, d'où le titre. C'est beaucoup autour des fantômes, autour de la mort, autour du deuil. C'est vraiment une vibe à la Shining, à la Dr. Sleep. C'est Dr. Sleep s'appelle? Je sais plus. Bref, dans ce style-là. C'est vraiment, si c'est vos livres préférés de Stephen King, c'est vraiment dans cette vibe. Et j'avais pas beaucoup aimé son dernier recueil de nouvelles qui était If It Bleeds, mais celui-ci est vraiment cool. Il est assez épais, mais moi je l'ai écouté en format audio et il y avait des narrateurs différents. C'était vraiment sympa. Ensuite, je vous en parlerai dans mon bilan lecture de ce mois-ci, mais j'ai acheté Middle of the Night de Riley Sager, donc le tout nouveau Riley Sager. J'adore cet auteur, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, et comme je vous l'ai dit, à chaque fois c'est le genre de livre où même si j'ai pas de coup de cœur, je passe toujours un très bon moment, et ça a été le cas avec celui-ci. Ça n'a pas été un méga coup de cœur, mais j'ai vraiment trouvé l'histoire originale. Et donc dans ce livre-ci, on y suit, je vais réussir à parler, le personnage de Ethan qui, quand il avait 10 ans, faisait du camping dans son jardin avec son meilleur ami Billy, et pendant cette nuit-là, eh bien, il y a quelqu'un qui va venir fendre la tente en fait avec une lame et enlever Billy. Depuis maintenant on est 30 ans plus tard et on n'a jamais su ce qui s'est passé avec Billy. Ethan il revient vivre dans cette maison de son enfance et il est déterminé à découvrir ce qui se passe, surtout qu'il commence à avoir des choses très bizarres qui se passent dans le quartier et il se dit est-ce que c'est peut-être Billy qui essaye de me faire des signes, et voilà, il se dit c'est le moment, ça fait 30 ans qu'il est disparu, c'est bientôt l'anniversaire de sa mort, je dois trouver ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Billy, surtout que eh bien il y a des nouveaux détails, des nouvelles informations qui vont commencer à apparaître dans l'enquête. Et vraiment j'ai trouvé ça très original. Je me doutais pas de qui avait fait le coup, mais je me doutais du type de dénouement que ça allait être, entre guillemets, parce que je commence à savoir un petit peu ce qu'aime bien faire Riley Sager, mais j'ai pas été frustrée, j'ai trouvé que c'était bien fait, et surtout j'ai adoré ma lecture. Voilà, toujours des livres qui se lisent tout seuls et je passe un très bon moment. Et dernier livre à vous présenter, c'est Tress of the Emerald Sea de Brandon Sanderson. Voilà, j'adore Brandon Sanderson, mais je n'en lis pas assez, donc j'avais envie d'approfondir ma collection. Et donc celui-ci, pareil, je vous fais un résumé un petit peu à ma sauce, mais on y suit le personnage de Tress qui n'a toujours connu que la vie sur son île, en fait, donc avec vue sur l'océan vert émeraude. Et sa vie a toujours été très simple, avec le simple plaisir de collectionner des tasses de marins qui viennent d'un petit peu partout dans le monde et d'écouter les histoires racontées par son ami Charlie. Sauf que quand c'est un homme. Je pensais que c'était une femme, Tress. Ben non, attends. Takes M. Ok, je viens de comprendre le résumé. Waouh, vous voyez, parfois l'anglais, ça pose problème parce que c'était écrit en gros. Mais quand son père l'emmène en voyage pour trouver une femme et que il va se passer un truc désastreux, eh bien, Tress doit partir sur un bateau et aller chercher la sorcière de la mortelle mer de minuit. Donc en fait, je pense que c'est son pote Charlie qui est emmené par son père pour trouver une épouse et qui va probablement mourir. Et à ce moment-là, Tress, donc elle est une femme parce que c'est écrit heure. Ensuite, oui, c'est ça. Peut-être je sais pas si bien parler anglais en fait au final. Bref, du coup, eh bien, elle va devoir au milieu des pirates essayer de se démerder et voir si elle veut se créer une nouvelle place dans le monde ou retourner vers la vie assez simple qu'elle avait avant. C'était le résumé le plus chaotique que j'ai jamais fait, je pense. Et encore si ça se trouve, je pense que j'ai compris, mais j'ai pas compris. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.